À quoi tu penses, une émission proposée par Marion Richer et Antoine Hamrel et réalisée dans les studios de RCF Sarthe par Mathieu Goualard. À la racine du mensonge se trouve l'image idéalisée que nous avons de nous-mêmes et que nous souhaitons imposer à autrui, nous dit l'écrivain Anaïs Nin. Dans ces conditions, qui peut prétendre ne pas pratiquer le mensonge ? Pour certains, sous sa forme la plus simpliste, et pour d'autres, de façon très sophistiquée. Ainsi en est-il de l'enfant pris le doigt dans le pot de confiture, et de l'homme politique qui, à la tribune de l'ONU, affirme qu'il existe en Irak des armes de destruction massive pourtant imaginaires, afin de justifier l'invasion du pays ennemi. Pour reprendre les propos d'un philosophe, ne pourrait-on pas dire que plus que le rire, c'est le mensonge qui est le propre de l'homme ? Mais pourquoi mentons-nous ? Qui cherchons-nous à tromper ? Quels effets cette pratique entraîne-t-elle sur la qualité de nos relations humaines ? Le mensonge est-il une faiblesse, une nécessité, une arme ou une défense ? N'aurait-il pas à voir avec la violence et la domination ? Entrons dans l'insondable mystère du mensonge et tâchons d'en dégager quelques vérités. Pour introduire cette réflexion, j'aurais voulu dans un premier temps peut-être revenir sur l'étymologie même du mot mentir. Mentir vient du latin. Mentir tout simplement, donc c'est assez transparent et signifie en latin ne pas dire la vérité, donc mentir. Mais on voit que ce mot mentir finalement lui-même découle du mot mens, et c'est là où ça devient intéressant parce que mens signifie l'esprit, l'intelligence, et donc on voit que du point de vue latin, le mensonge a à voir avec justement une activité de l'esprit. Du côté grec, si on prend une racine grecque, mentir se dit pseudomai. Pseudomai, que l'on retrouve bien sûr en français dans le mot pseudonyme par exemple, qui est donc le fait d'avoir un faux nom ou d'avoir un nom qui déguise sa véritable identité. Et donc c'est le fait, là on voit qu'est mis en avant le fait de ne pas se dévoiler, en fait, de rester caché. Il y a cette idée de déguisement. Donc à travers ces deux étymologies, on perçoit à la fois cette activité de l'esprit et à la fois cette notion de déguisement, de fait de cacher, de rester couvert pour ne pas être justement découvert. Alors après cette question étymologique, peut-être est-ce qu'on peut rentrer davantage dans la question du mensonge à proprement parler ? Comment on peut le définir et qu'est-ce que c'est au juste que le mensonge ? Qui dit mensonge dit vérité, et les deux notions ont à voir avec le discours. Ce sont des paroles, ce sont des mots qu'on dit. Le mensonge, c'est de l'ordre du discours. La vérité, c'est un discours qui est en adéquation avec ce qui est. Et le mensonge, c'est un discours qui n'est pas en adéquation avec ce qui est, qui raconte, qui forme une bulle de non-être qu'on fait pourtant exister, si on y porte crédit. On verra avec les fake news, on fait exister de façon mondiale quelque chose qui n'est pas. Et je rappelle juste pour l'auditeur qu'il y a deux sortes de vérités. Il y a la vérité de fait et la vérité de raison. Et donc le fait, c'est vraiment je dis qu'il pleut. Si il ne pleut pas, je ne dis pas la vérité. Si j'énonce un discours qui n'est pas adéquat avec ce qui est, avec l'intention, tout en le sachant, je mens. Mais si je me trompe, je n'ai pas l'intention de mentir, de nuire aux autres, et donc sur l'échelle de la moralité, c'est moins grave. Donc la question de l'intentionnalité qui est primordiale. Elle est centrale. On ne peut pas considérer le mensonge si on n'envisage pas l'idée de l'intention, de cacher, de dissimuler quelque chose, alors qu'on sait très bien que c'est là. D'où le lien peut-être avec le mensonge et le péché. Le péché, on ne peut pas commettre, pour reprendre la parole de saint Paul, on ne peut pas commettre un péché si on ne sait pas, si on n'a pas conscience de ce qu'on fait. Il y a le péché dès lors qu'il y a conscience de commettre quelque chose de mauvais. Sinon, on reste plus ou moins dans une forme d'innocence. Le mensonge, c'est pareil, il faut une intention. Il faut qu'on sache très bien ce qu'on fait, au fond, même si on a une mauvaise foi et que parfois on ne veut pas se l'avouer. Une autre question très intéressante, c'est la question du mensonge de l'enfant. On parle dans théologie catholique, on parle du péché originel, donc il y aurait l'idée que dès la racine, même l'enfant qui est le modèle de pureté, d'innocence absolue, contiendrait déjà en lui ces germes de mal. Est-ce que lorsque l'enfant ment, il y a déjà cette idée du mal à l'œuvre ? Alors c'est une question intéressante. On pourrait dire qu'un enfant qui ment parce qu'il est pris les doigts dans le pot de confiture a déjà l'intention de cacher la vérité, donc déjà œuvre sourdement le mal en lui. Ou alors il y a un texte de Nietzsche qui est quand même très intéressant, qui parle du mensonge en toute innocence.
Donc il ramène malgré le mensonge l'enfant à l'innocence. C'est simplement que l'enfant, c'est un état où l'intérêt propre prévaut. Donc mon intérêt est de ne pas me faire prendre, sinon je vais me faire gronder. Donc je mens en toute innocence parce que je réponds à mon propre intérêt, une forme d'instinct de survie. Donc l'idée kantienne d'une répugnance au mensonge en soi est tout à fait quelque chose pour Nietzsche de tout à fait rajouté. Mais là, c'est son idée, ça ne nous éclaire pas forcément, c'est pas forcément lui qui a la vérité. Alors on voit donc que le mensonge est à la fois, il peut être aussi un ajout qui est fait au réel, quelque chose qui se surajoute et qui donc, en se surajoutant, n'apporte pas une explication, mais au contraire une confusion ou un manque d'une certaine manière. On a vu que le mensonge, ce n'est pas aussi le contraire de la vérité, toujours nécessairement. Des fois, c'est plus complexe que ça, puisque le mensonge naît en fait d'un écart qui serait fait volontairement entre notre expression, le dire, et notre pensée. Alors après avoir vu ce qu'était le mensonge, en essayant de dessiner rapidement de quoi il retournait, il conviendrait maintenant que nous nous interrogions sur le pourquoi finalement du mensonge. On peut voir ce que c'est, mais pourquoi existe-t-il et pourquoi le pratiquons-nous finalement ? Il y a différents paradoxes. Il y a notamment le fait que, comme je le disais en introduction, on souhaite conserver une forme d'estime de soi, et ça c'est plutôt une approche peut-être psychologique, qui fait que on va pratiquer le mensonge pour conserver une certaine forme d'estime de soi, et en même temps, par cette pratique, il y a une dépréciation intrinsèque de la personne, puisqu'elle se déprécie par l'usage du mensonge. Donc voilà, c'est aussi une manière de se dérober, d'échapper, le mensonge, de préserver son avantage. Mais finalement, donc, quelle est sa racine ? On disait tout à l'heure qu'il a un rapport aussi avec la morale et donc à la question du mal. Est-ce que vous pourriez peut-être préciser cette idée ? Pour moi, le problème du mensonge, c'est qu'on ne le prend pas vraiment au sérieux. On ne se rend pas compte des dégâts que ça fait. Et puis c'est vrai que l'idée de morale, elle n'est pas très à la mode aujourd'hui. Donc on est effectivement pas du tout. On était assez influencé aussi par tous les pensées de Nietzsche, qui sont au demeurant extrêmement intéressantes parce qu'ils déconstruisent. Mais là, en l'occurrence, moi, pour le mensonge, il y a un texte qui m'a beaucoup éclairé. C'est un petit texte de Kant qui s'appelle « Sur le mal radical dans la nature humaine ». Donc ici, le mal radical, c'est pas le mal absolu, c'est la racine invisible du mal dans la conscience humaine. Radical au sens de racine. Exactement, radical au sens de racine, sens qu'on a totalement occulté sous d'autres sens aujourd'hui. C'est un texte qui n'est pas du tout connu, qui est assez mal compris, qui est pourtant extrêmement éclairant. Et si on lit ce texte, on s'aperçoit de l'importance du mensonge, de sa gravité quelque part. Des répercussions qu'il peut avoir. Tout à fait. Il y a une deuxième partie de ce texte qui s'appelle « Du penchant au mal dans la nature humaine ». Pour Kant, on a un penchant. On penche, si on se laisse aller à notre pente naturelle, on tombe dans ce mal-là. C'est un terme très précis, le penchant. Ça veut dire propensio, c'est la possibilité d'une inclination. C'est-à-dire on a pris l'habitude d'aller de côté. Et donc ce penchant pour Kant, il est présent en chaque homme, que l'homme soit bon ou mauvais. C'est juste que l'homme dit bon lutte contre ce penchant et l'homme mauvais se laisse glisser tranquillement. Et c'est pourquoi il sera dit naturel. Ça ne veut pas dire, jamais Kant n'est fataliste, qu'on ne peut pas ou qu'on ne doit pas le combattre, bien évidemment, mais il ne faut pas négliger son existence et donc comprendre. Et pareil, dans le texte « Qu'est-ce que les Lumières ?» très très connu, « Homme ose penser », c'est l'idée que l'homme est paresseux naturellement, décrit cette même existence d'un penchant quasiment irrépressible, mais qui doit être combattu de l'homme vers cette paresse, cette flemme de penser par lui-même, cette tendance à déléguer la tâche de penser parce que c'est trop compliqué. Et dans ce penchant naturel de l'homme, le texte de Kant nous dit qu'il y a 3 niveaux. Il y a un premier niveau qui est la faiblesse du cœur humain. Je voudrais bien dire la vérité, mais je peux pas. Je fais le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. J'y arrive pas, quoi. J'y arrive pas, je peux pas, c'est trop difficile pour moi, cette faiblesse, cette fragilité de la nature humaine. Il y a un deuxième degré, plus grave, qui est l'impureté, il appelle ça l'impureté du cœur humain. Quand je fais une action et le mobile moral n'est pas au fond, on n'est pas l'affaire. Je fais une action qui a l'air bonne, mais en fait, c'est mon propre intérêt qui prévaut. Donc, je fais le bien de façon formelle, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Ou plutôt, le bien ne m'intéresse pas, c'est mon intérêt qui m'intéresse. Donc, nous dit Kant, il y a impureté lorsque des actions conformes au devoir ne sont pas faites purement par devoir. Même, ça me pose la question, quand je dis la vérité par devoir ou par contrainte, est-ce que vraiment je fais une action bonne ? Ou alors, ça nous pose la question, dans ce cas-là, quand je fais un mensonge pour le bien, est-ce que c'est pas encore plus héroïque si c'est vraiment pour sauver quelqu'un, etc. On en reparlera plus tard. On en reparlera plus tard. Et puis il y a le 3e degré, qui est le plus haut, le degré le plus grave dans l'existence du mal dans l'homme, c'est la mauvaiseté, la corruption, la perversité du cœur humain,
ça c'est le degré ultime, c'est quand on choisit librement l'immoralité. Donc je cite Kant, la mentalité du sujet, quand vraiment on choisit le mal pour le mal, la mentalité du sujet s'en trouve corrompue à la racine. Et l'homme, pour cette raison, est désigné comme mauvais. Donc la question qu'on peut se poser, c'est où est le mensonge dans ces 3 états ? Est-ce qu'il est présent simplement dans le 3e, ou est-ce qu'il pourrait être présent dans chacun de ces 3 états ? Selon, à mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, il peut se situer aux 3 niveaux. Et donc, il peut revêtir par conséquent des degrés de gravité croissants. Si vraiment je mens par faiblesse, parce que je n'ai pas la force d'avouer à ma femme que j'ai une maîtresse, par exemple, ou à mon mari que j'ai un amant, ce n'est pas la même chose que le désir de lui nuire intentionnellement en ayant une double vie, etc. Donc, on peut dire que le mensonge est présent de manière diffuse. De manière diffuse partout en l'homme, mais qui peut prendre des degrés de gravité, en tout cas qu'il n'est jamais anodin. En tout cas, ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que le mensonge, en fait, n'est pas proportionnel à la quantité de falsification qu'il contient, c'est par rapport à la vérité. Hein. La gravité, elle tient finalement à la volonté de tromper, c'est ce que vous expliquez, une personne à qui on doit la vérité, en fait. Et c'est ce que rappelle Kant aussi, c'est qu'on doit la vérité aux gens. Et en fait, le fait de mentir sur ce qu'on pense être vrai, c'est là que se trouve vraiment le problème et la racine du mal. Il y a aussi peut-être un autre critère qui est le degré de gravité qu'il provoque. Si le mensonge est... De toute façon, il y a des dégâts, si c'est une personne dans la vie privée, mais imaginons un mensonge collectif, un mensonge social, un mensonge politique qui affecte tout un pays, voire tout un monde. Il y a ici un degré de gravité encore plus important. Par exemple, si je mens par faiblesse, je n'ose pas dire à ma femme que je la trompe ou à mon mari que je le trompe, ou je n'ose pas affronter la vérité, d'accord ? Je peux mentir, 2e degré, le degré de l'impureté du cœur humain. Par exemple, je fais semblant que je suis vertueux, mais en fait, mon action est totalement intéressée. On peut se demander si le plan vert des grandes entreprises, pour passer pour grandes entreprises écologiques, n'entre pas dans ce degré-là. Je me blanchis en ayant une vitrine écologique, mais au fond, je sais très bien que ma structure même ne l'est pas. Et puis, je mens vraiment pour servir mes propres intérêts. Et quand c'est un homme politique, un gouvernant qui a le plus de pouvoir qui le fait, ça a des conséquences extrêmes qui se présentent notamment dans la gravité des fake news, notamment. On verra ça. Alors, ce que je trouve intéressant, tout à l'heure, vous parliez de la question de l'enfant, du mal, et du plan théologique, donc le rapport à la morale. Ce qui me surprend aussi, c'est qu'en fait, on ne retrouve pas le mensonge dans le septénaire des péchés capitaux. Et en fait, le mensonge, il peut être présent de manière, là encore, diffuse dans les 7 péchés capitaux, mais il n'est pas un péché capital à proprement parler. Capital, là encore, au sens pas de racine, mais de tête, donc c'est un peu l'inverse de la racine, mais c'est la même idée, c'est-à-dire que ça va découler et que on pourrait s'interroger finalement, parce qu'on pourrait se dire que oui, le mensonge est à la source de beaucoup de choses, mais finalement, en rigueur théologique, ce n'est pas, on part du principe que parfois la vérité n'est pas due et qu'un mensonge est peut-être plus vertueux, et c'est aussi une question qu'on verra tout à l'heure, parce qu'il peut permettre d'épargner, par exemple, une vie ou quelqu'un. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbons et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole.
ces moments. Alors on a vu dans cette première partie ce qu'était le mensonge et d'où il venait. Alors maintenant, il conviendrait peut-être de s'interroger sur quels sont les différents types de mensonges ou quelles pratiques de mensonges on pourrait détailler. Oui, cette très très belle chanson de Dalida me fait confirmer, c'est ce que je voulais vous dire, vous répondre avant la chanson, à quel point il y a quelque chose d'insondable dans le mensonge. Vraiment, quand on reste naïf, je pense qu'il faut vraiment rester naïf et comprendre comment peut-on mentir. Il y a un terme en philosophie qui s'appelle le logos, qui veut dire le discours, la parole, comme dit Dalida. Et normalement, le but de la philosophie, c'est que la parole soit soudée à l'être, à ce qui est. Le but de tout artiste, de tout écrivain, de tout poète, c'est de dire l'être, de nommer l'être, de le saisir. Or, l'homme s'est aperçu qu'en fait, il pouvait créer un monde qui se dissociait de l'être. Il pouvait créer son propre univers. Et il pouvait en faire accroire aux autres, parfois même en recouvrant l'être de sa bulle de mots. Et c'est ça qui fait du mensonge un mystère, et une si grande gravité. C'est que parfois, il y a concurrence entre le logos, dévoyé, puisqu'il n'est plus au service de l'être, et l'être lui-même. Donc, d'où la grande gravité ontologique, métaphysique du mensonge. Et donc cette gravité, elle me semble quand même présente à tous les degrés. Peut-être pas, je sais pas, pour le mensonge de l'enfant. À la fois, il est choquant pour nous parce que l'enfant est censé représenter l'innocence. Et on dit, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Et quand on côtoie un peu les enfants, on s'aperçoit que non. C'est un peu une illusion. Tout à fait, que il y a vraiment parfois une audace au mensonge, une certitude. Parfois même l'enfant croit à son propre mensonge, au point qu'il a oublié lui-même que c'était un mensonge. Donc il y a ce degré anodin, parfois, puisque le plus anodin qui est le si facile mensonge de l'enfant. Il y a peut-être un autre degré qui est le mensonge du séducteur, le mensonge du trompeur, d'un Don Juan, mais pas au sens joyeux de Mozart, ou l'amoureux éternel qui aime au moment où il aime, mais il va aimer d'autres femmes, donc il est simplement infidèle, mais finalement, est-ce qu'il est si menteur que ça ? En tout cas, le mensonge du séducteur qui est capable d'avoir, ou de la séductrice, qui sont capables d'avoir plusieurs vies en même temps, et de déclarer comme l'homme qui murmure ces si chaudes paroles, des paroles sublimes, mais vides. Flatus vocis, totalement de néant. Et Dalida a la force de ne pas y croire, ou du moins le combat. Ne pas se laisser justement séduire. Il faut combattre l'attraction, le pouvoir des mots qui disent l'amour fou alors que l'amour fou n'existe pas. Donc d'où le mystère. Comment peut-on proclamer l'amour fou alors qu'il n'y a rien, que rien n'est ressenti ? Donc là, il y a le mystère du cloisonnement intérieur. Comment est-ce qu'on peut vivre en étant cloisonné, en ayant plusieurs vies, en déclarant des choses qu'on ne ressent pas, avec une telle audace ? Et puis, il y a le degré ultime qui est le prédateur, ou la prédatrice, vraiment celui qui... Donc là, on est dans le 3e degré. Il n'y a plus cette idée mystérieuse de ce cloisonnement où on obture une partie de soi, où on n'est pas très clair avec soi-même, il y a beaucoup de mauvaise foi. Vraiment, le prédateur, c'est celui qui sait avec grande lucidité ce qu'il est en train de faire, le degré ultime du mal pour Kant, et qui détruit sciemment des vies entre ses mains. Là, il y a vraiment la lucidité, donc le degré, un plus haut degré de mal. C'est purement intentionnel, en fait. Purement intentionnel, avec pleine conscience, avec peut-être même une jouissance de faire du mal. Donc l'engrenage, ici on voit de toute façon un engrenage du mensonge, qui est peut-être on voit souvent, on a vu certains événements qui se finissent mal dans les médias, de personnes qui ont des fausses vies, mais là, qui s'inventent des vies pour être aimées ou pour être reconnues dans une société qui est tellement dure et qui finissent par croire à leurs propres rêves, à leurs propres et qui après s'enferment dedans et en fait se retrouvent dans des situations totalement inextricables qui les conduisent parfois à la mort. Seule la mort est l'issue. Soit on s'enferme dans le mensonge jusqu'au bout et on meurt avec, on accepte que le mensonge soit dévoilé à la fin parce que sinon on perd face, ou alors soit on se tue. Alors je voudrais peut-être qu'on parle d'un dernier sujet qui est celui que vous avez évoqué tout à l'heure rapidement. C'est celui d'un nouveau rapport aussi à la vérité. On parle d'une entrée dans une ère de post-vérité, et notamment les fake news en sont peut-être un petit peu l'emblème. Alors pour introduire cette réflexion, je voudrais qu'on entende un texte d'un philosophe et historien des sciences français, Alexandre Coiré, qui a été écrit dans les années 40. Donc c'est pas un texte récent, mais je trouve qu'il parle particulièrement bien, et encore, de notre époque. L'homme moderne, là encore, c'est à l'homme totalitaire que nous pensons, baigne dans le mensonge, respire le mensonge, est soumis au mensonge à tous les instants de sa vie. Quant à la qualité, nous voulons parler de la qualité intellectuelle du mensonge moderne, elle a évolué en sens inverse de son volume. Cela se comprend du reste. Le mensonge moderne, c'est là sa qualité distinctive, est fabriqué en masse et s'adresse à la masse. Or, toute production de masse,
toute production intellectuelle surtout, destinée à la masse, est obligée d'abaisser ses standards. Aussi, si rien n'est plus raffiné que la technique de la propagande moderne, rien n'est plus grossier que le contenu de ces assertions qui révèlent un mépris absolu et total de la vérité, et même de la simple vraisemblance. Mépris qui n'est égalé que par celui, qui l'implique, des facultés mentales de ceux à qui elle s'adresse. On pourrait même se demander, et l'on s'est demandé effectivement, si l'on avait encore le droit de parler ici de mensonge. En effet, la notion de mensonge présuppose celle de la véracité, dont elle est l'opposé et la négation, de même que la notion du faux présuppose celle du vrai. Or, les philosophies officielles des régimes totalitaires proclament unanimement que la conception de la vérité objective, une pour tous, n'a aucun sens, et que le critère de la vérité n'est pas sa valeur universelle, mais sa conformité à l'esprit de la race, de la nation ou de la classe, son utilité raciale, nationale ou sociale. Alors ce texte est vraiment très parlant et pour moi vraiment il fait directement écho à ce qu'on vit aujourd'hui avec cette diffusion justement de l'information, mais aussi au-delà de l'information, du mensonge dont nous parlons, et qu'il y a une forme d'institutionnalisation en fait du mensonge. Et on le voit par exemple encore aujourd'hui avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la manière dont Vladimir Poutine par exemple réécrit l'histoire de son pays et l'histoire du pays voisin, qui est finalement truffée de mensonges, mais qui est la seule histoire qui est audible dans son propre pays, et c'est celle qu'il souhaite défendre. Merci pour ce texte. C'est incroyable comment on peut voir vraiment l'apparition des fake news. En fait, on appelle notre ère l'ère de la post-vérité, parce que ce qu'on constate, c'est que l'idée même de vérité a disparu. Effectivement, Coiri le dit à la fin du texte, pour qu'il y ait mensonge, il faut quand même vaguement l'idée qu'on ne dit pas la vérité, et qu'au fond on le sait, même si on se le dissimule à soi-même, et qu'il y a quand même une strate de dur. Or, ce qui caractérise notre époque, c'est que cette strate-là n'existe plus. C'est qu'on se paye de mots, d'images, de propagande, de publicité, et l'idée même d'un référentiel à une vérité, c'est ça qui a totalement éclaté. Et qui a été remplacé par une bulle de discours collectivement, auquel on adhère collectivement, massivement, et qui devient le réel. On vit donc dans une illusion absolue, dans une chimère absolue. Alors peut-être est-ce qu'on a d'une certaine manière bradé la vérité au profit de l'émotion en fait. Et en fait, c'est l'émotion, si elle est commune et ressentie et partagée, devient d'une certaine manière une forme de vérité, alors qu'elle ne se réfère à aucune vérité objective et claire. Et donc, de fait, c'est très souvent un mensonge en fait qui est véhiculé à travers juste ces sentiments, ces impressions. Voilà. Oui, tout au long de ces émissions, on voit le gros animal de Platon repris par Simone Veil, cette façon qu'on a de manipuler par l'émotionnel. C'est aussi très présent, mais la fake news, c'est aussi pas seulement l'émotion, mais on affirme quelque chose qui n'est pas. On l'affirme sciemment, on le fait, et il devient, puisqu'on se grise de notre propre faculté, notre propre pouvoir créatif totalement dévié de faire exister des choses qui ne sont pas. Et avec les réseaux sociaux, ça se répand comme une traînée de poudre et ça devient vraiment une diffusion de masse. Planétaire en fait, et c'est ça le risque en fait, parce que les vecteurs de diffusion sont tellement larges et tellement puissants et tellement rapides finalement que des choses... Et il n'y a plus vraiment de critères de discernement du vrai et du faux, c'est ça qui prend la place. Alors nous nous retrouverons la semaine prochaine pour poursuivre cette réflexion autour de la question du mensonge. En attendant, je vous propose d'écouter une chanson qui s'appelle Lies, donc mensonge, du groupe américain The Knickerbockers, et qui est un groupe des années 60, mais dont le son ressemble beaucoup, l'énergie et la forme, puisque c'était 4 garçons, à celui des Beatles. À bientôt. That's all I ever get from you. Tears, tears, I shed a million tears for you. Tears, tears, and now you're loving someone new. Someday I'm gonna be happy, but I don't know when just now. Lies, lies, breaking my heart. You think that you're such
just smart, girl, and I'll believe what you say. But who do you think you are, girl, to lead me on this way? Hey, lies, lies, I can't believe